Monsieur Deneau, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette interview. Alors, si on vous a sollicité pour ce travail documentaire, c'est dans un premier temps un constat général d'une faille dans la politique en France, déjà dans un premier temps, et puis peut-être plus généralement dans les démocraties occidentales, ce qu'on appelle démocratie occidentale. On y reviendra d'ailleurs peut-être pour essayer de qualifier ce terme. Alors moi je vais commencer par vous demander, vous qui êtes ici à Paris, est-ce qu'on est en démocratie en France? La démocratie ne consiste pas en une situation ontologique dans laquelle on serait ou pas, mais bien davantage en un processus. Un processus ontologique, c'est-à-dire c'est-à-dire que dans la question est-ce qu'on est en démocratie, il y a le verbe être, qui suppose qu'on est ou on n'est pas dans une situation qui serait donc positive ou négative, ainsi de suite. Alors que plutôt que de se situer par rapport à un topos qui aurait en quelque sorte des critères surtout formels, quoi. La question est plutôt de se demander si historiquement, dans quelle mesure on se trouve dans un processus qui répond à un principe, à savoir que dans une communauté donnée, dans un ordre donné, il y a lieu d'identifier un certain nombre d'enjeux d'intérêt général qui ne correspondent pas à quelques compétences spécifiques que ce soit, pour reprendre l'expression de Jacques Rancière. C'est-à-dire que est qualifiable de démocratique un processus qui circonscrit les savoirs spécifiques par rapport à d'autres types d'enjeux, de problèmes, de questionnements qui, eux, ressortent du questionnement dont on est capable tous comme citoyens. Bon. Par exemple, si dans une communauté donnée, il est question de construire un pont, ou il est question de dépêcher une armée en Afghanistan, ou question d'enseigner l'histoire à un tel groupe d'âge, bien entendu que ce seront des gens compétents spécifiquement qui seront amenés à construire un pont, à organiser le déploiement d'une armée ou à enseigner l'histoire, si tant est qu'une communauté le décide. Mais la décision qui consiste à construire un pont ou à envoyer l'armée ou à enseigner l'histoire touche à un certain moment à un type de raisonnement, de réflexion, d'engagement intellectuel et moral et pourquoi pas émotif qui est né du ressort d'aucune compétence spécifique. Et donc, il y a démocratie quand on est capable de, quelque sorte, d'assimiler les problématiques qui se posent au titre de l'intérêt général à une communauté, à ce régime de pensée qui est celui qui ne correspond pas à une compétence spécifique. Donc, on peut, par exemple, s'il s'agit de... qu'on soit ménagère, boulangère, infirmière, avocate, architecte, horticultrice ou je ne sais trop quoi, je veux dire gestionnaire, éboueur, sportif de haut niveau, on peut réfléchir à cette question qui est d'intérêt général, à savoir si on pose comme communauté ou s'il est d'intérêt pour la communauté qu'elle pose à travers ces institutions, tel ou tel geste ou qu'elles prennent telle ou telle décision. Bien entendu qu'à un certain moment d'un processus donné, on fera appel à des gens qui ont des compétences propres pour réaliser la chose qui aura été délibérée et débattue et décidée collectivement. Mais en fait, la question de la démocratie se pose à ce point-là, quoi. Et si cette modalité de réflexion n'est pas admise dans un espace public, au sein d'institutions dites publiques, s'il s'agit toujours pour les institutions publiques de s'en remettre à des experts qui sont souvent des acteurs patentés, appointés, identifiés, qui déguisent en science des discours d'intérêt, qui offrent à des clients, au fond, les résultats de recherche qu'ils achètent, qui, en quelque sorte, se conforment aux désirs de ceux qui les reconnaissent comme experts, à ce moment-là, on n'est pas en démocratie. Non, on n'est pas dans on n'effleure même pas ce qui serait de l'ordre d'un processus démocratique. Mais à quel moment, alors, les deux se sont confondues? C'est-à-dire les technocrates qui
sont des techniciens des questions qui peuvent toucher à une nation. Et les décisionnaires, à quel moment le politique a oublié ce point essentiel que vous citiez, de la décision, et tombé dans la pure réflexion technocratique, se coupant de l'intérêt général ainsi. En fait, au XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a supposé le déploiement de modes d'organisation à une échelle jamais vue, où tout d'un coup on faisait la guerre partout, il fallait alimenter des soldats partout, il fallait ravitailler tout le monde partout, il fallait repenser à très grande échelle. On a développé des compétences qui permettaient à des instances d'agir sur des échelles jamais vues. Et après la Deuxième Guerre mondiale, cela s'est en quelque sorte confirmé dans le domaine civil et économique, à savoir qu'on a vu les multinationales se développer fortes d'une compétence acquise pendant la Deuxième Guerre mondiale et sans doute aussi la Première, à savoir agir sur une échelle mondiale, quoi. Autant il s'agissait de ravitailler des soldats pendant la guerre, autant il s'est agi de vendre des sandwichs ou des boissons gazeuses à toutes les populations du monde après coup, puisque les infrastructures, les compétences avaient été en quelque sorte mises à l'épreuve, quoi. À partir du moment où on a vu apparaître des grandes institutions privées, des multinationales, des grandes entreprises, gérer des effectifs qui étaient représentant l'équivalent de villes, on a développé des théories de la gestion de l'entreprise privée qui sont apparues sous le vocable de la gouvernance, quoi. Donc la gouvernance a en quelque sorte signifié le fait de recherche équivalent au fond à la constitution des États, mais au sein des entreprises. Donc, quand il s'est agi de répartir le pouvoir dans une entreprise entre des actionnaires, des administrateurs, des cadres, des employés stratifiés, quoi, éventuellement aussi des fournisseurs, des clients, quand on s'est mis à penser au fond les rapports entre les acteurs d'une organisation privée, d'établir ce qu'il en était des droits et des devoirs, et donc de l'autorité de contrôle sur notamment un personnel qui avait à répondre de contraintes et d'obligations, avec des modalités de surveillance là, qui aujourd'hui sont applicables partout. On a en quelque sorte développé un modèle qui a excédé son propre périmètre. C'est-à-dire que cette théorie de l'administration de l'entité privée s'est trouvée à inspirer des institutions d'abord publiques, notamment au Royaume-Uni, sous le règne de Margaret Thatcher, et ensuite au sein d'institutions internationales qui ont voulu rendre responsables les pays du Sud de leur malheur en indiquant à leurs dirigeants « si vous ne vous conformez pas à des règles de gouvernance qui consistent à attirer le grand capital chez vous, vous serez responsable de votre situation de pauvreté chronique parce que vous montrerez que vous êtes incapable de vous rendre intéressant auprès du grand capital. » Et ça s'est appelé la gouvernance. L'idée, c'était d'amener les institutions publiques à se conformer à des règles de gestion, à une approche organisationnelle qui était strictement celle du domaine privé, jusqu'à contaminer des associations de type loi 1901, les universités et toute structure auxquelles on peut penser aujourd'hui. À tel point qu'aujourd'hui, on a l'impression que dans certains discours politiques dominants, que la gestion d'un pays, c'est la gestion d'une entreprise. Exactement, c'est-à-dire qu'en passant d'un modèle qui était celui de la politique à un autre qui est celui de la gestion, on s'est trouvé à hisser la gestion au rang de la politique et à confisquer la politique, c'est-à-dire qu'à la congédier. Jusqu'alors, le débat politique portait sur des options qui étaient d'abord et avant tout des options de principe, qui, elles, étaient débattues sur un mode démocratique, à savoir qu'on pouvait réfléchir collectivement aux principes qui allaient ensuite présider à des décisions gouvernementales et gestionnaires. C'est-à-dire que si on avait une option qui pouvait être communiste ou socialiste ou social-démocrate ou libérale, modéré ou ultralibéral ou éventuellement raciste, fasciste, ainsi de suite. Donc on pouvait en quelque sorte délibérer sur des principes qui allaient ensuite motiver
des décisions gouvernementales quand viendrait le temps de gérer le budget du ministère des Anciens combattants, le budget du ministère de la Culture, celui de l'Agriculture, de l'Éducation, de la voirie, de l'aménagement du territoire, ainsi de suite, la défense. Mais du moment qu'on présente la gestion comme étant l'enjeu de la politique, se substituant à la politique et étant ce qui compte, c'est-à-dire élire les gens qui sont les meilleurs managers de l'État, qui ont les meilleures, en quelque sorte, recettes pour convenir d'une politique ultralibérale qu'on ne nomme même plus parce qu'elle s'est naturalisée au moment, en quelque sorte, du transfert. À ce moment-là, on entre dans une période où la démocratie n'est même plus au goût du jour. C'est-à-dire que c'est un mot qui tend à disparaître, comme celui de politique. Donc on assiste aujourd'hui à un transfert de lexique qui est de l'ordre de toutes les révolutions. Moi, je pense qu'on est passé à travers une révolution anesthésiante, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vue passer. Elle a été vraiment moins tonitruante que celle d'octobre 17, mais c'est une révolution qui a consisté, comme toutes les révolutions, à amener des communautés nationales notamment, à modifier complètement leur langage. Jadis, on parlait d'État, de souveraineté, de politique, de démocratie, de lutte de classe, de combat, de peuple. Et aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de gouvernance, d'acceptabilité sociale, de société civile, de partenariat, d'empowerment. Et quoi encore? De sécurité humaine. C'est-à-dire qu'on a complètement, en quelque sorte, traduit dans le registre managérial les termes qui appartenaient au lexique politique de jadis, d'une manière quasi imperceptible. Et cette traduction-là a amené tout un chacun à se considérer comme un individu isolé, fort de ses puissances propres et devant, en quelque sorte, d'une manière contractuelle, en quelque sorte, pactiser avec des partenaires de tout genre, souvent plus forts que lui ou elle, pour arriver à s'en sortir dans un monde ouvert où plus aucune autorité tierce ne gouverne au nom de choses telles que le bien commun, la subjectivité collective, l'intérêt général, la chose publique. La gouvernance qui se prétend être le meilleur allié de la démocratie, puisqu'aujourd'hui on dit qu'il faut gérer, il faut manager ces pays, ces démocraties, ça tend à faire exactement le contraire. Mais la gouvernance se présente moins comme une méthode de la démocratie que comme ce qui s'y substitue. Cessons de parler de ces vieilleries, mais on ne le dira pas explicitement, mais de fait, d'une manière performative, cessons de parler de ces vieilleries que sont la lutte des classes, le bien commun, l'intérêt général, la chose publique, au profit de modalités de gestion qui vont rendre en quelque sorte des institutions publiques conformes aux intérêts des institutions privées qui, elles, auront le leur. Et on va se passer de cette chose qui est l'institution publique en tant qu'elle est le reflet d'une volonté générale, en tant qu'elle est le reflet en débat toujours, en tant qu'elle est le reflet, en tant qu'on en discute, en tant qu'on se dispute autour de la façon de façonner ce reflet, parce qu'il n'est pas donné une fois pour toutes, il est au contraire une construction, mais on va couper court à un débat qui consiste à se demander collectivement qu'est-ce qui médiatise le lien social, qu'est-ce qui définit la vie en société, plutôt que de délibérer sur cette réalité diffuse et informe qu'est le peuple, le lien social, la volonté populaire, qui font débat nécessairement. On va en quelque sorte faire passer l'idée que nous ne sommes plus des peuples, nous ne sommes plus des subjectivités collectives, nous n'avons plus d'institutions qui doivent réfléchir ou rendre compte de cette volonté-là en tant qu'elle est en débat. Nous avons au contraire un univers dans lequel nous ne sommes plus que des individus atomisés qui sont forts de leur capacité à nouer des liens partenariaux avec d'autres acteurs qui seront, selon les cas, plus ou moins forts dans un métissage d'intérêts qui seront toujours vus comme des intérêts privés. Et en fait, la gouvernance est une invitation à être le petit lobbyiste de soi-même, quoi. Et tout ça va se réfracter jusque dans les médias sociaux où chaque page de chaque individu est une agence de presse de son moi, vantant ses mérites auprès d'autres moi qui sont invités à se coaguler d'une manière en quelque sorte agrégée et désagrégée selon les circonstances, sans qu'il n'y ait pour autant cette fiction dont je crois nous avons besoin en démocratie, à savoir ces institutions qui sont en quelque sorte la résultante d'une délibération permanente sur ce qui fait le lien social et ce qui fait que nous ne sommes pas que des sujets atomisés.
Alors, est-ce que c'est la cause ou la conséquence de ce que vous appelez, ce qui est le titre de votre livre, la médiocratie? C'est une réalité concomitante, quoi. C'est-à-dire que la médiocratie renvoie à la médiocrité, qui elle-même renvoie à ce qui est moyen. Bon, on sait qu'en français, il n'y a pas de substantif pour désigner ce qui est moyen autre que celui de médiocrité. Quand on désigne ce qui est supérieur, on dit la supériorité. Quand on désigne ce qui est inférieur, on dit l'infériorité. Quand on fait état de ce qui est moyen, on ne dit pas la moyenneté, on dit la médiocrité. La médiocrité, c'est le fait de la moyenne, mais d'une moyenne en acte. La moyenne, et c'est ce qui distingue en même temps le fait que deux mots, le fait qu'on ait deux mots, quoi. C'est-à-dire que la moyenne renvoie une abstraction. Non, on peut faire état des connaissances moyennes, de la compétence moyenne, du rythme moyen, mais tout ça renvoie à une diversité de cas, une diversité de réalités. La moyenne est une synthèse. La médiocrité, c'est la moyenne en acte. C'est une exigence, quand on est en médiocratie, d'être moyen et de performer d'une manière moyenne, telle qu'elle, en quelque sorte, sans tolérance pour tout ce qui excéderait ce paramètre moyen qui a été fixé par des institutions de pouvoir le plus souvent, quoi. Et comment on en est venu là? S'il s'agit de faire une histoire courte, c'est très certainement, notamment en raison de la division du travail. La division du travail ayant été une façon performative de faire travailler d'abord des ouvriers, mais ensuite tout un personnel sur un plan symbolique et cognitif, de façon à tirer de lui le meilleur dans une fragmentation des tâches. Et la fragmentation des tâches a évidemment amené chaque agent d'une grande organisation productiviste à effectuer un travail sur un mode standardisé, conforme, préétabli, puisque tout le monde doit être interchangeable. On peut dire que ça peut le rendre meilleur dans sa tâche. Ça peut le rendre meilleur du point de vue de l'organisation qui doit produire, mais en tout cas, il s'agit de le standardiser, quoi. Et on sait que lorsqu'on étudie toute l'histoire du taylorisme, du fordisme, de l'organisation du travail, que la tendance en Occident a été d'escompter que les personnes employables, les agents d'une organisation soient interchangeables. Michel Foucault en a parlé beaucoup aussi, à sa manière, de telle sorte que le travail n'a plus du tout relevé du métier, mais de la fonction. Et on a cherché en fait à faire en sorte que chaque petit soldat de l'usine, du ministère, de la banque, que chaque petit soldat, en fait, quelque chose soit d'une part interchangeable, qu'il soit remplaçable, que sa présence ne soit pas déterminante dans la marche de l'organisation, et qu'il soit donc en quelque sorte, qu'il soit sujette à se conformer à ce qui était attendu de la personne. Donc, bien entendu que cela a fait l'affaire des gens qui, du point de vue de la caractérologie, si on veut, étaient plus susceptibles de faire preuve de médiocrité. C'est-à-dire que l'acteur qui grenouille, qui n'a pas beaucoup de conviction, qui n'a pas beaucoup d'idées établies, qui n'a pas beaucoup de passion, qui n'a pas beaucoup de morale aussi, va tout simplement, sur le mode de la banalité du mal, là, se conformer à ce qui est attendu de lui, parce qu'il va savoir qu'il est dans son intérêt de parler un peu sur un mode mimétique, là, de la même manière que l'employeur, le patron, l'instance de l'autorité autorisée, ou l'institution de pouvoir. Tandis que la personne qui a, au contraire, une hauteur de vue, une force morale, des principes, des idées, ne se conformera pas à ce qui est demandé. Donc, si on dit de travailler à tel rythme, si on dit de faire 50 pages plutôt que 60, si on dit d'utiliser tel mot plutôt qu'un autre, bien évidemment, la personne médiocre va convenir de l'exigence beaucoup plus facilement que la personne qui éprouve une résistance intérieure, quand face à une telle injonction, parce qu'il y aura, cette personne-là verra comme un objet de réflexion l'ordre, l'injonction qui est faite, plutôt que de laisser l'injonction se substituer à sa conscience. Et donc, du moment qu'on est dans un processus comme celui-là, à grande échelle, et que ce processus-là finit par être hégémonique et dominé dans différentes sphères de pouvoir ou dans différents milieux sociaux, forcément, on relègue à la marge tous ceux qui auraient, eux, des idées, des convictions, du désir, des passions, une morale, une éthique, ainsi de suite. Donc, la médiocratie, en fait l'affaire
des modalités de gestion. Tu as fait l'affaire des gestionnaires qui cherchent effectivement à conformer à un modèle ceux qui sont intéressants pour elles. C'est là où on pourrait se dire que le politique est là pour contrebalancer, compenser cette réalité finalement qui est économique. C'est-à-dire la mondialisation, elle impose, c'est la nécessité de créer des emplois. Où est-ce que le politique, et à quel moment il a lâché prise Bon, pour parler en fonction de grands axes, dire quant à un régime tel que celui-là, d'une politique de gauche, c'est une politique qui vise à rompre avec l'idée que c'est en fonction d'un marché, que c'est en fonction d'intérêts particuliers qu'on organise la vie sociale. Une politique de gauche est une politique qui motive une réflexion publique sur la façon de médiatiser le lien social indépendamment des intérêts des ayants droit, des notables, des détenteurs de capitaux. Une politique de la droite sociale, disons, une politique de la droite sociale qui aujourd'hui inclut à peu près tout ce qu'on appelle la gauche en France. Une politique de la droite sociale consisterait à dire, bon, ben, il y a un marché, on va s'y soumettre, il a la pleine autorité, c'est lui qui impose la marche du monde, on ne lui résistera pas, et on va tout simplement outiller les gens pour qu'ils soient mieux à même de rencontrer ses exigences, quoi, de le satisfaire, quoi. Et ensuite, on établit que c'est au mérite que les uns et les autres se distingueront, mais au mérite en fonction de quoi? En fonction évidemment des critères que fixe le marché, c'est-à-dire les grandes autorités privées, les institutions de pouvoir, telles que les multinationales, les grandes entreprises, les petites entreprises qui sont à la traîne, et quoi encore, quoi, les ministères qui ont complètement pactisé avec cet ordre-là. Et la gouvernance, c'est autre chose. La gouvernance, c'est cette politique de droite en tant qu'elle ne dit pas son nom. Et en tant qu'elle s'efface, en fait. La gouvernance, c'est l'effacement de la politique. C'est-à-dire que c'est de faire comme si on était dans un moment qui serait la fin de l'histoire, où il n'y a plus de délibération sur les principes, il n'y a plus de politique, on ne discute même pas de ces choses-là. On présente les élections, les processus électoraux comme étant en fait des candidatures d'embauche pour la personne qui sera la plus à même de faire le travail comme s'il n'y en avait qu'un. Il n'y a qu'un travail à faire, c'est un travail managérial et les dizaines de millions de Français qui sont appelés à voter vont voter pour la personne qui est la plus à même de faire le seul travail qui soit envisageable. Et donc là, on est dans le régime de la gouvernance. Et c'est exactement ce qui s'annonce dans les différents rendez-vous électoraux. C'est-à-dire qu'on aura des gens qui, peu importe l'étiquette, l'allégeance, la couleur, la distinction nominale, diront « je suis le meilleur pour arriver aux seuls résultats qui sont envisageables », c'est-à-dire en gros le soutien des entreprises, la création d'emplois pour le petit peuple, l'éviction des étrangers. Et on va tous expliquer qu'on est les plus à même de réaliser ces visées, de réaliser ces projets-là, ce programme-là, nonobstant toute délibération sur les principes. Et tant qu'on ne délibère pas sur les principes, on technicise les débats plutôt que de permettre au commun de délibérer sur ce qui échappe à toute compétence spécifique. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut enseigner l'histoire? Est-ce qu'il faut considérer l'immigrant, à supposer qu'on sache qui on vise, comme un adversaire ou comme un allié, eu égard à une autre forme d'adversité qu'il faudrait peut-être commencer à nommer, qui est celle des détenteurs de capitaux qui dictent la marche économique du monde. Est-ce qu'on peut au fond, délibérer sur ce qui nous concerne tous à titre égal, quoi? Est-ce que du coup, c'est pas une dictature de la pensée? On a évacué les bons concepts pour pouvoir permettre aux citoyens de se poser les bonnes questions, ces trajectoires, pour techniciser le discours. On a l'impression que c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Je dirais qu'on est dans un régime qui correspond, d'un point de vue économique, à une oligarchie, dans le sens où on a une classe dirigeante qui repose sur trois piliers. En fait, c'est la grande industrie, la finance et les exécutifs politiques, et qui se vérifie dans une dynamique qui est celle qu'on désigne en Amérique du Nord comme étant les portes tournantes ou le pantouflage en Europe, c'est-à-dire
cette espèce de métissage entre ces trois secteurs dont les frontières ne sont pas du tout étanches, entre gens qui viennent des mêmes écoles, je veux dire, qui viennent des mêmes milieux, qui ont fréquenté les mêmes, je veux dire, les mêmes dirigeants ou les mêmes professeurs, quoi, et qui, évoluant d'échelon en échelon, tantôt sont ministres, tantôt sont lobbyistes, tantôt sont membres d'un conseil d'administration d'une grande entreprise ou d'une banque, ou quoi encore, je veux dire, haut commis de... Bon, je ne sais pas si c'est pareil chez vous au Canada. En France, on a des politiques qui sont là depuis 50 ans et ils se connaissent. Non, mais si vous prenez le parcours politique de Jérôme Cahuzac, vous avez tout le tracé, quoi. Vous avez quelqu'un qui a été le conseiller dans un ministère, dans le domaine de la santé, ensuite il a été lobbyiste, puisqu'il connaissait les politiques auxquelles il avait travaillé lui-même. Ensuite, il s'est lancé dans les affaires, donc l'implant capillaire, c'est quand même pas une médecine, disons, humaniste, quoi. Bon, donc un domaine très lucratif. Il a géré son bas de laine, comme on le sait, dans les paradis fiscaux. Et ensuite, il est devenu ministre. Il était le même ministre responsable de sanctionner ceux qui commettaient de la fraude fiscale, ce qui était son camp, quoi. Bon, on a là quelqu'un qui est emblématique, mais qui est en même temps un tout petit joueur, quoi. Qui veut dire qu'il est un tout petit exemple. Et je fais exprès pour ne pas prendre le plus spectaculaire, quoi, qui est tout simplement normal, comme on a ici un président normal, on a un député normal, un ministre normal en Cahuzac, quoi, en cela. Ça révèle entre guillemets, ce jeu démocratique que les gens pensent faire un petit peu. C'est-à-dire de se dire, on a les gens qu'on mérite, mais finalement, on a encore le droit de choisir pour le moins pire d'entre eux, quoi. Il y a une confusion en France quant à ce qu'on désigne ce qui est du ressort de la gauche. Il y a les uns, dont je suis, qui vont penser que la gauche a pour visée de médiatiser les rapports sociaux sur un mode pertinent quant à la société elle-même, et non pas par rapport à une classe de la société qui serait celle des ayants droit, quoi. Bon, comment est-ce qu'on fait en sorte que le travail, les énergies, les dispositions, les talents, les désirs sont en quelque sorte thématisés, orchestrés, de façon à ce que la société en profite comme telle, quoi. Bon, ce qui peut supposer évidemment des dérapages, des abus, des prises, des récupérations, quoi. Donc, il s'agit il y a un fait de vigilance inouï à observer quant à ce type d'approche. Mais il reste néanmoins que c'est cela la gauche, c'est vers cela qu'elle tend par définition. Il y a ceux qui vont dire plutôt que la gauche consiste à permettre à des acteurs d'exercer le pouvoir tel qu'on l'exerce dans la gouvernance, quoi. C'est-à-dire sur un mode myope, sur un mode somnambule, sur un mode complètement en fait conformiste, mais en laissant des gens de différents horizons le faire, quoi. Non plus seulement les bourgeois de l'époque qui étaient en quelque sorte abonnés au ministère et qui étaient presque fatalement appelés à occuper les plus hautes fonctions d'un organigramme étatique, mais à laisser aussi les marchands, les commerçants, les boutiquiers, les petits bourgeois, eux aussi un jour être ministres. Et c'est pour ça que vous avez des gens comme Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal ou Jérôme Cahuzac qui vont se dire de gauche, même si leur lecture du monde n'a rien à voir avec celle que j'ai évoquée à l'instant. C'est tout simplement parce qu'ils estiment qu'eux aussi, ils ont le droit d'être ministres. Et c'est comme ça qu'ils vont se voir de gauche, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont se voir en tant qu'ils proviennent d'un milieu qui n'était pas destiné auparavant, une histoire plus ou moins lointaine, là, à générer des ministres, quoi. Mais ça va s'arrêter là, quoi. Après ça, on fait les politiques qui sont celles du temps, au gré des circonstances et sans grand dessein. Parce qu'il y a aussi tout le problème du processus électoral qui favorise un talent particulier, qui est celui à prendre le pouvoir, comme dit Rancière, et pas celui à l'exercer intelligemment. Est-ce qu'on peut dire, d'après ce que vous nous dites depuis le début, que la médiocratie et la gouvernance sont incompatibles avec la démocratie? C'est le contraire. La gouvernance est le contraire de la démocratie. Du moment qu'on est dans un régime de la gouvernance, on est dans un régime dans lequel se dissout dans des rapports d'intérêt privés multiples toute modélisation instituée du lien social. Donc forcément, on est dans un rapport qui prévoit que des acteurs soient inégaux. Et l'idée de la gouvernance, c'est de mettre en relation des acteurs qui sont inégaux et de les amener en quelque sorte à métisser leurs intérêts de façon à ce qu'ils aient l'impression d'en sortir tous gagnants.
Donc vous aurez par exemple un projet commercial qui est souvent à l'origine des délibérations sur le mode de la gouvernance. Vous aurez un projet industriel et commercial là, du type forêt, creuser, exploiter, par exemple une forêt, une mine, un site pétrolier, un site gazier. Et là, on va mettre autour d'une table des gens qui représentent, sur un mode communautariste, au fond, différents sujets sociaux. Vous aurez autour d'une table, évidemment, des parlementaires, des représentants de ministères, mais vous aurez surtout des représentants, je ne sais pas, du mouvement des femmes, des syndicats, les Premières Nations, si on est en Amérique. Vous aurez ensuite les communautés locales, vous aurez ensuite des écologistes. Vous aurez, bon. Et là, l'idée, c'est de dire, bon, aux écologistes, on va leur donner 10% d'un bout de terre qu'on va promettre de ne pas exploiter, puis on fera de l'agriculture biologique dessus. Puis aux femmes, on va promettre, je ne sais pas, un quota d'embauche. Aux communautés locales aussi, où on va faire pas très loin un stade de foot, ou je ne sais trop quoi, ou un terrain de je ne sais où, asphalter une route. Bon. Il y a comme des pourparlers qui se font et au bout du compte, on a fait consensus, c'est un mot fétiche dans le domaine de la gouvernance, on a fait consensus, mais toujours dans l'optique de laisser les plus forts négocier avec les plus faibles, quoi. Et laisser aux plus forts faire les choses de matamor et laisser aux plus faibles s'occuper finalement du menu fretin de la chose publique. Et donc cette lecture-là, elle est nécessairement inégalitaire, antidémocratique et même apolitique. Si on ne fait pas cette lecture-là, si on ne fait pas cette lecture-là, est-ce qu'on peut prétendre évoluer dans le bon sens démocratiquement parlant? Disons que si on ne voit pas les choses ainsi, si on fait pas preuve d'un minimum de lucidité par rapport au dévoiement des institutions publiques, je veux dire, à ce moment-là, on est dans la fausse conscience des manèges électoraux, je veux dire, du cirque politique qui consiste une fois par 4 ans à faire ce qu'on fait faire aux enfants quand on veut qu'ils mettent leurs chaussettes. On leur dit, bon, tu veux la chaussette rouge ou la chaussette bleue parce qu'on veut que l'enfant mette ses chaussettes, quoi. Dire, on le place devant un choix qui est un choix insignifiant, tout simplement parce qu'on veut le faire adhérer à un geste qui est de lui faire mettre ses chaussettes. Donc, on infantilise beaucoup les électeurs en leur disant, en gros, on a une politique à vous proposer, vous voulez qu'elle soit bleue ou rouge, en sachant très bien qu'au fond, ce sera à peu près la même politique parce que entre techniciens, entre, je dirais, ayant droit, entre notables, on délibère autrement dans d'autres milieux. Et les choses se passent beaucoup plus entre des lobbies, des décideurs, des membres de conseil d'administration, des grands actionnaires. Bon, je veux dire, c'est vraiment plutôt là que les choses se passent, quoi. Et si on ne comprend pas qu'il faut rendre évoluer un très grand nombre de fonctionnements institutionnels et même de structures au profit d'une organisation autre des rapports sociaux, si on ne comprend pas qu'il faut réapprendre à se donner des institutions qui nous ressemblent, à ce moment-là, évidemment, on est condamné à radoter. N'importe qui a un petit peu vécu voit très bien revenir les débats, les pratiques, les promesses sur un mode récurrent. Dire, ça fait combien de fois qu'on nous dit que si on allège un petit peu les charges, le fardeau qui pèse sur les entreprises, il allait y avoir le plein emploi presque instantanément. Et on nous refait cette promesse-là sous toutes sortes de formes depuis des décennies. Et il y a encore des gens pour l'avaler ou pour faire semblant d'y croire, quoi. Et comme disait Guy Debord, en fait, à un moment donné, on arrive au point où le problème, ce n'est pas pour le pouvoir de mentir, mais de faire en sorte que son mensonge est la seule chose qu'on entende. Et on en est là aujourd'hui, où finalement, un peu comme dans le régime soviétique des années 80, plus personne ne croit la parole officielle. Le problème, c'est qu'elle est tonitruante et c'est la seule à laquelle on est droit, quoi. Alors justement, ces institutions dont vous parliez, dans votre livre, vous dites à un moment donné, la révolution consiste à rendre révolues des institutions de pouvoir préjudiciables à la chose commune. Je voulais savoir, qu'est-ce que ces institutions de pouvoir, en quoi elles sont préjudiciables? Est-ce que toutes les institutions de pouvoir le sont? Et qu'est-ce que la chose commune? Rendre évoluer les institutions de pouvoir qui portent préjudice au bien commun ne suppose pas qu'on renverse par-dessus bord toute référence institutionnelle, mais qu'on les transforme tellement en profondeur qu'elle est une toute autre structure, qu'elle ait un tout autre agencement, et qu'on en abolisse au passage quelques-unes. Je veux dire, ce qui est clair, c'est que le modèle dans lequel on est en faillite.
Je veux dire, il suffit de voir le bilan. Et le bilan est tellement horrible que ceux qui en sont responsables ne sont même pas capables de l'assumer. Ils nous présentent leur bilan comme une chose dont on écoperait collectivement, telle une fatalité voulue par les dieux. On va nous dire la mondialisation c'est terrible, on est tous en concurrence, il faut rendre la France concurrentielle, on va en quelque sorte demander encore plus au capital, on va encore au travail, aux travailleurs, on va demander encore plus aux contribuables, on va encore, parce qu'il faut être en quelque sorte en phase avec cet ordre, comme s'il avait été voulu par des dieux maléfiques, alors qu'il est précisément le programme défendu il y a 20 ans de ceux qui nous disent subir la chose. Et donc, mais bien sûr. Et donc, quand on fait ce bilan, on dit les gens qui sont au pouvoir et qui nous disent, qui nous invitent à faire des efforts sur le plan du travail, sur le plan des services sociaux, sur le plan de l'impôt, pour faire face à cette menace qu'est la mondialisation, l'ont orchestré. Et le bilan, qu'est-ce que c'est? C'est l'avancée du désert, c'est l'érosion des sols, c'est la fonte des glaciers, c'est les variations climatiques. Ce sont des inégalités sociales jamais vues dans l'histoire. Vous avez 1% de la planète qui dispose de 50% des richesses mondiales. La croissance profitant à hauteur de 1% seulement aux 50% les plus pauvres. Et vous êtes dans une situation inique, inadmissible, et plutôt que d'arriver, il faudra bien y venir, à présenter ce résultat catastrophique comme étant le bilan des néolibéraux et des ultralibéraux qui nous gouvernent encore aujourd'hui sur la base de ces politiques, on en est d'une manière assez magique, par un détour de l'idéologie qui est étonnant, à présenter cette situation-là comme si on en écopait tous collectivement sans qu'on sache pourquoi et qu'il fallait toujours réagir avec les mêmes recettes, au fond pour aggraver le problème. Et soit il s'agit d'une volonté de nous enfoncer toujours plus ou d'une incompétence crasse de la part de ceux qui savent plus en quelque sorte gérer leur Frankenstein, qu'est la situation actuelle. Mais ce qu'on sait actuellement, cependant, ce qu'on voit, ce qu'on observe, et c'est éloquent, c'est que les discours les plus durs sur le capitalisme, les plus francs, sont tenus par des capitalistes eux-mêmes, qui tout d'un coup ont un moment de lucidité, qui tout d'un coup ont un moment d'honnêteté intellectuelle, et qui, plus ou moins, d'une manière plus ou moins soutenue, vont dénoncer le système dont ils profitent. Je pense à Joseph Stiglitz, je pense à Warren Buffett, à George Soros, à Larry Fink, à Raymond Becker, à des gens comme Marc Roche, qui vont présenter eux-mêmes le régime qu'ils ont défendu à une certaine époque comme étant imbécile, comme étant mensonger, comme étant criminel. Ce sont des expressions qu'ils utilisent eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont profité de ce régime-là au premier chef sont un petit peu dans la situation des communistes dans les années 1930, quand ils voyaient l'Union soviétique se déployer d'une manière quand même, pour dire le moins contraire aux aspirations qu'ils caressaient sous le nom de communisme. Aujourd'hui, on a des libéraux qui ont suffisamment de grandeur d'âme pour considérer le caractère catastrophique du régime qu'ils ont contribué à mettre en place et à s'inquiéter de ses conséquences, même s'ils sont toujours au sommet de la hiérarchie. Alors, est-ce qu'avoir ce discours que vous tenez, essayer un petit peu de décortiquer cette situation médiocratique dans laquelle on est, est-ce qu'elle peut suffire à éveiller les consciences? Je dis ça parce qu'à un moment donné, vous dites que ce qu'il y a de très important également, surtout dans ce système, c'est le ton. Le ton a d'abord à voir avec le choix des mots, de ne pas accabler de termes crus des acteurs sociaux. On pourrait y lire une forme de ressentiment qui contredit l'appel à la neutralité axiologique. Donc penser les problèmes par rapport à ce que le monde devrait être préférablement, plutôt que de jeter les bases d'une réflexion sur ce qu'il devient. Là, vous êtes en train de parler sur ce qu'il devient, ce monde, alors que ce que font la plupart des médias, ils pensent plutôt les problèmes en fonction de ce qu'ils devraient être, en faisant un espèce de vœu, il faudrait, on espère que... Mais il est vrai qu'à l'université, on décourage les doctorants, les chercheurs, les professeurs à critiquer. On les décourage. On leur dit non,
Si vous critiquez, faites-le toujours, mais vous ne serez pas embauché, vous n'aurez pas de subvention, on va vous mettre au banc et on sait comment, et ça sera très subtil et on ne vous dira jamais pourquoi. Mais si vous voulez faire carrière, soyez optimiste, développez des standards. Aider le capital à s'améliorer sur un plan éthique, sur un plan écologique, donnez-lui des éléments, faites-lui confiance et vous aurez même des subventions de sa part et vous pourrez même l'applaudir quand il fera des bons coups, ainsi de suite. Et donc on est dans un ordre extrêmement policé où la censure se fait beaucoup par cette invitation très pressante à l'optimisme idéologique. Bon, cela dit, cela dure un temps. Non? Et quand on lit Rosa Luxembourg sur la Révolution, on comprend assez vite, au fond, qu'il y a deux enjeux qui permettent, qui sont en cause lorsqu'il s'agit de penser à l'avènement de moments révolutionnaires. C'est d'une part une crise de confiance d'une masse critique envers les ayants droit et les acteurs qui ont accès à la parole publique, et d'autre part une attirance pour autre chose. C'est-à-dire que le jour où on va rire quand Alain Minc va venir parler, le jour où on va dire s'esclaffer quand on va lire la une du Monde, ou qu'on va écarquiller des yeux quand un ministre va nous lancer une proposition qui insulte l'intelligence, d'une manière générale. Et que par ailleurs, il y aura à l'horizon des propositions qui seront invitantes, qui seront stimulantes pour l'esprit, qui susciteront du désir en politique. Alors là, il commencera à y avoir un vacillement. Il commencera à y avoir un vacillement parce qu'on ne fait pas la révolution par plaisir. On sait très bien que changer de régime est une chose grave, qui peut avoir des conséquences considérables. Je veux dire, bon, pas besoin de faire un dessin. Mais on en vient quand même à prendre ce risque-là quand le poids du statu quo, la souffrance que le statu quo implique, semble plus important que les risques qui sont en jeu lorsque une masse critique décide en quelque sorte de rompre avec les modalités idéologiques et pratiques d'un ordre donné. Alors qu'est-ce qui va faire que cette masse critique arrivera à ce constat et à cette révolution de changement de régime, on va dire, comment on va y arriver, sachant que pour la plupart se pensent en démocratie par leur droit de vote et leur liberté, entre guillemets, d'expression. Mais je ne sais pas si on se croit tant en démocratie. Je veux dire, on n'a qu'à observer le taux de participation aux rituels électoraux, de voir aussi comment les gens vont voter à reculons, comment ils votent contre, comment ils votent au fond par dépit. Dire, on le voit bien, je veux dire qu'il n'y a pas d'adhésion à ce processus-là, qu'on se trouve un peu captif, qu'on se demande souvent un petit peu, bon, est-ce que je ne suis pas le dindon de la farce en allant voter parce que finalement je cautionne tout un ordre en choisissant telle couleur plutôt que telle autre, quoi. Je veux dire, on voit bien qu'on est pris. Et ce n'est pas une volonté souveraine et populaire qui est en cause quand on va voter, c'est simplement qu'on est invité à participer à un rituel et c'est le peu qu'on a, quoi, de pouvoir un petit peu réfléchir quelque chose qui est déjà sur ses rails, quoi. Bon, donc, je ne pense pas qu'on puisse postuler une sorte comme ça, je veux dire, d'adhésion romantique du grand peuple aux institutions telles qu'elles se présentent à nous. Je pense qu'on est plutôt à un stade où il en faut peu. Et souvent sur un mode explosif, quoi. Il en faut peu pour que, d'une manière générale, il suffirait de sentir que il y a une option qui s'ouvre, quoi. Et là, ça pourrait être celle du fascisme aussi. Je veux dire, quand on voit une option, voilà, on a toujours le risque, la peur, l'inquiétude du populisme, du fascisme, comme s'ils étaient là en épouvantail et du coup qui bloquaient le processus d'émancipation de ces partis dominants. Oui, mais actuellement, les propositions qu'on attribue à l'extrême droite sont largement partagées. Je veux dire, jusqu'à
jusqu'aux partis de gouvernement qui se disent de gauche, quoi. Je veux dire, le risque il est plutôt là, quoi. Je veux dire que c'est plutôt dans le statu quo qu'on court un risque en ce qui concerne une droitisation radicale de la société que dans une rupture. D'ailleurs, les médias y ont participé quand même, puisqu'on arrive à un moment où le FN est invité comme un parti, alors qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé. Quand on nous a appris à conduire une voiture, on nous indiquait que pour éviter un obstacle, il faut se garder de le regarder. On nous indiquait que s'il y a un obstacle et qu'on le fixe et qu'on le regarde en se disant qu'il faut l'éviter, il est entendu qu'on le percutera. C'est ce qui se passe en France avec le Front National. C'est-à-dire moi, je n'ai pas l'habitude d'épiloguer sur une chose dont je souhaite la disparition. Les médias savent très bien que, d'une part, en faisant la promotion d'un certain nombre de thèses et d'autre part, en présentant ces thèses-là comme étant de l'ordre du mal absolu, on crée un objet qui est rentable du point de vue de l'industrie médiatique. Il suffit de suivre les tirages des journaux, l'audimat, du moment qu'on agite cet éventail-là. Et on finit par lui donner de la consistance, mais nous, on ne saura plus du tout le contrôler. Je pense que c'est à peu près ce qui s'est passé en 1986 avec le passage furtif au scrutin proportionnel, aux législatives françaises. Bon. Donc, on peut se demander pourquoi on se tourne, de manière générale, quoi, dire qu'un certain électeur se tourne plutôt vers cette extrême droite plutôt qu'une extrême gauche. Et, peut-être y va-t-il d'une sorte de désarroi ou de paresse intellectuelle. Donc, ce qui est intéressant quand on compare les deux approches, c'est que l'extrême droite, en fait, quelque sorte, promet une solution dans la passivité absolue. En disant, bon, débarrassons-nous de ce qui nuit à ce qui est sain, c'est-à-dire nous, un nous tout à fait idéologique, débarrassons-nous de tout ce qui nuit à ce qui est sain, et du moment qu'on se sera débarrassé du mal, c'est-à-dire, en gros, la finance, l'Europe, les étrangers, ainsi de suite, tout ce qu'on peut nommer en termes de problèmes. Du moment qu'on aura fait une ablation, qu'on aura quelque sorte arraché la chose qui nous gangrène, nous serons un corps bien portant, quoi. Donc, il n'y a rien à faire, si ce n'est qu'exclure. Alors que la pensée de gauche, elle suppose un engagement, elle suppose des idées, elle suppose des convictions, elle suppose du désir, elle suppose qu'on puisse se tromper, elle suppose une perspective. Alors qu'à l'extrême droite, on est plutôt dans une logique de la confirmation, de l'essence, du repli, de la confirmation en quelque sorte ontologique, quoi, en disant chassons tout ce qui nuit à ce fantasme d'être nous. Est-ce que ça ne révèle pas quelque chose qui est de la nature de notre rapport au temps, puisque l'un explique, essaie de faire des engagements, d'avoir une vision, donc un temps long de réflexion, contrairement à l'autre qui stigmatise, qui affirme, qui confirme le temps court de la réflexion. Je pense qu'on est dans les deux cas dans une rhétorique de l'explication. C'est-à-dire qu'à l'extrême droite, on expliquera que l'autre est une menace, on expliquera que avec des mesures sécuritaires, draconiennes, telle chose n'adviendrait pas. Dire, on est dans une rhétorique de la démonstration aussi, mais c'est toujours dans le but de vanter un fantasme qui est celui de la pulsion de mort, finalement, où rien ne bougera. C'est-à-dire, on ne cessera à rien, on va plutôt revenir à une chose qui serait la racine, l'ontologie, l'essence, et tout ce qui menace cette essence-là sera en quelque sorte gardé au loin et dans une sorte de renfermement sur soi-même, dans une sorte de repli. On sera promis à un avenir, une sorte de stabilité radieuse, quoi, ce qui n'est même pas un avenir, qui est un moment zéro qui dure éternellement, quoi. Bon, tandis que à l'extrême gauche, on se trouve quand même plutôt dans une perspective de la pulsion de vie. C'est-à-dire, essayons-nous à d'autres agencements, à d'autres accords, à d'autres relations, à d'autres modalités organisationnelles, à d'autres agencements, quoi. Bon, ouvrons-nous à quelque chose d'autre, hein, avec tous les risques que cela suppose aussi, de dévoiement, de récupération. Et puis, hélas, la figure de Staline, encore aujourd'hui, hypothèque complètement la possibilité même d'une pensée qui
supposerait, je veux dire, un dénouement autre que celui de l'Union soviétique. Alors on utilise souvent ces symboles pour hypothéquer toute réflexion, pour dire clore le débat. Est-ce que vous pensez que c'est le fait de cette médiocratie dont vous parlez dont vous dites une phrase dans votre livre qui, je cite, dit « La médiocratie de toute part à sommeiller dans la pensée, à considérer comme inévitable ce qui se révèle inacceptable et comme nécessaire ce qui est révoltant. » Le citoyen, est-ce qu'il a les outils intellectuels pour réfléchir face à tout ça, en fait Le citoyen qui réfléchit aux choses qui le concernent, puisqu'elles sont du domaine commun, a aussi les moyens de s'approprier ce qui est du domaine commun, à savoir la pensée. Dire à coup de... Mais encore faut-il s'en donner la peine, quoi. Mais du moment qu'on le fait, n'importe qui peut avoir une idée sur le rôle de la culture dans la société. N'importe qui est autorisé à se demander ce qu'il en est de l'usage de la force dans la société. N'importe qui est amené à se demander ce qu'il en est de l'organisation du travail, des priorités. N'importe qui peut le faire. J'ai l'impression qu'on est un peu cerné de toutes parts par les médias qui accaparent beaucoup l'attention, le cerveau des gens. C'est ce que vous vous rappelez dans votre livre, par rapport à ce que disait le recteur de l'Université de Montréal. Les cerveaux doivent correspondre aux besoins des entreprises. Le propos de M. Lelay de TF1, le temps de cerveau humain disponible. On a l'impression d'être du bétail. Il y a deux façons de voir le problème. On peut d'une part se dire qu'on est face effectivement à une sorte de machinerie lourde qui vise à conditionner les esprits et à conformer les désirs, les affects, les imaginaires à un ordre de représentation donné. Et on peut aussi se dire que le fait même que d'une manière incessante, une industrie doive matraquer les esprits d'un discours unique témoigne de la puissance de penser autrement de ces esprits-là. C'est-à-dire que si on pouvait les formater une fois pour toutes, on n'aurait pas des écrans, de la publicité à flux tendu, des journaux, des médias, des discours qui continuellement lui balisent le chemin. Et du moment qu'il y aura une interruption de ce type de suggestion-là, forcément l'esprit reprendra ses droits. Et ces interruptions-là se laissent imaginer. Imaginez que tout d'un coup, je veux dire, il y a... Même si on avait, par exemple, imaginons une panne d'électricité pendant 3 semaines. Je serais bien curieux de savoir qu'est-ce qu'il en est de l'imaginaire collectif si seulement après 3 semaines, on n'a plus accès à ces surfaces, je veux dire, ces écrans. Les choses changeraient dans la réflexion. Vous pensez qu'il y aurait beaucoup de changements si on était moins assaillis, plus du tout assaillis par ces... je veux dire, je considère seulement je considère seulement la chose par rapport à elle-même. Je veux dire, si des acteurs qui se donnent pour mandat de façonner l'esprit sentent qu'ils doivent incessamment produire des propositions suggestives auprès de ce public-là, c'est bien parce qu'on craint la demi-seconde d'autonomie mentale qu'il pourrait avoir. Donc, ensuite, on peut inférer... Alors, s'il n'y a pas de coupure d'électricité, et si les choses continuent telles qu'elles sont, et si les gens continuent d'avoir de plus en plus de travail, donc de moins en moins de temps pour réfléchir, dans cette perspective-là, à quel moment peut se développer... C'est la souveraineté de l'histoire. Il n'y a aucun pouvoir souverain d'une manière absolue. Il n'y a pas de souveraineté absolue. La souveraineté, elle est réfractée. L'État, le capital privé pourra très bien avoir un pouvoir d'action sur la vie sociale. Il n'y a aucun pouvoir qui est absolu, qui empêche absolument tout événement subversif d'advenir. Rappelons-nous qu'en mars 1968, un éditorialiste du Monde avait titré « La France qui s'ennuie ». Il regrettait qu'en France, il ne se passe rien. On était en mars 1968. Bon, on ne sait pas. Et en politique, il y a toujours cette espèce de moment. Il y a souvent dans l'histoire des grands crus. Je veux dire, 1848, 1968, 2011. Il y a des grands crus dans l'histoire qui se présentent comme des signaux où on sent on sent d'une manière générale que le temps vient
rompre avec toute logique concurrentielle, mais au contraire de s'engager dans des rapports d'entraide et dans des perspectives d'entraide qui peuvent s'institutionnaliser ou non d'une manière toujours bien évidemment perfectible, mais parfois durable quand même. Bon, et donc, pour parler de manière un peu simple, un peu psychologique, l'histoire mérite d'être vécue, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous convainc une fois pour toutes que des institutions puissantes sont puissantes à jamais. Et on le voit bien par leurs erreurs, on voit bien par le pouvoir qu'elles ont de se cannibaliser elles-mêmes, par le fait qu'elles sont pour elles-mêmes souvent une adversité, qu'elles ont en quelque sorte un rapport cancérigène à elles-mêmes parfois, qu'elles peuvent s'affaiblir elles-mêmes et à la faveur de tels affaiblissements historiques, que ce soit un crash boursier, je veux dire une crise pétrolière, une crise morale, etc. Il peut y avoir une occasion pour des acteurs, des actrices de faire valoir des discours, des propositions, des options autres. Alors, plusieurs personnes ont ces propositions autres dont vous parlez et essayent, comme vous, de trouver des liens de cause à effet pour pouvoir essayer d'avancer. Et ce qu'on a l'impression, depuis quelque temps, je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de cette campagne anti-complotisme qui est un peu plane en France. Il y a même d'ailleurs une page sur le site du gouvernement intitulée « On te manipule ». Où il y a une espèce de grande référence exhaustive à tous les sujets où il faut faire attention. Ils essaient d'alerter le citoyen, qu'il fasse attention à un moment donné si on ne plonge pas dans le complotisme. Et c'est vrai que quand je vois vos affirmations, parfois, vous dites à un moment donné qu'il existe de nouvelles assises de pouvoir, un ordre de pouvoir bien réel, sans élection, élitiste, regroupant des ayants droit qui contrôlent des législations de complaisance, vous allez loin, un ordre muet, crypté, virtuel, transnational. Ça, d'après la définition que j'ai pu lire, l'impression que vous qualifiez de complotiste. Les législations de complaisance, ce sont tout simplement les paradis fiscaux dont parle le ministère des Finances lui-même. Je veux dire, je pense que d'une manière raisonnable, les multinationales, les grands exécutifs nationaux, les ministères des Finances des pays puissants, et ainsi de suite, offrent déjà tout le matériau qu'il faut d'un point de vue formel pour en quelque sorte dénoncer eux-mêmes la façon dont se prennent des décisions à l'extérieur des cadres constitutionnels auxquels on s'est habitué. Si vous voyez par exemple la façon dont s'est négociée la dette grecque, le ministre des Finances grec, Varoufakis, a dit lui-même que l'instance avec laquelle il négociait n'avait aucune réalité formelle au sein des institutions européennes. Ce sont des choses qui se vérifient. Est-ce que c'est ce que vous parlez en disant que c'est ces nouvelles formes de pouvoir qui impliquent une relecture sémantique des termes du corpus politique, au sens où elles ne sont plus définissables comme... Non, mais en fait, ça renvoie à une recherche que j'ai faite sur les paradis fiscaux et ce que j'appelle les législations de complaisance. Les législations de complaisance sont... Les législations de complaisance se veulent la catégorie générique qui comprend autant les paradis fiscaux que les zones franches, les ports francs, d'autres paradis réglementaires dans le domaine, par exemple, des brevets, de la finance, de l'assurance, des minières, ainsi de suite. Et ces législations de complaisance qu'on connaît, là, qui sont reconnues par tous, là, même dont l'OCDE fait cas, permettent à des acteurs de délocaliser des actifs, de délocaliser des opérations, de délocaliser des titres, on le sait parfaitement, de façon à mener formellement des opérations dans des législations où le droit ne s'applique pas. En tout cas, il ne s'applique pas comme dans des États de droit traditionnels, le Japon, le Brésil, la France, l'Allemagne, les États-Unis, et ainsi de suite. Bon. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment, du moment que 50% des transactions financières internationales ont lieu à partir des législations de complaisance. À partir du moment où le travail se fait dans des pays comme le Bangladesh, la Chine, la Jamaïque, où il n'y a plus de droits qui s'appliquent quant aux conditions de travail des employés. Quand on considère que le transport maritime a lieu essentiellement à partir de bateaux de transport, de navires qui sont immatriculés dans des ports francs où on n'exige rien des armateurs. À partir du moment où le domaine de l'assurance ou de la finance sont respectivement gérés depuis les îles Turques et Caïques ou les îles Caïmans, on comprend que les notions usitées de la pensée politique, comme
la frontière, le droit, la loi, le crime, la souveraineté, l'État ne s'appliquent plus comme avant. C'est-à-dire que les paradis fiscaux et les législations de complaisance représentent un problème tel, d'une telle envergure, qu'ils en modifient même l'acception des mots qu'on utilise pour les décrire et pour décrire notre réalité étatique traditionnelle. C'est ce que j'ai voulu faire. Maintenant, je veux dire, une fois qu'on est face à un discours un tout petit peu articulé qui cherche qui ne se satisfait pas de l'idéologie, on comprend bien que l'anathème du théoricien du complot est un geste de désespoir de la part d'instances qui n'ont plus rien à dire, qui ne savent même plus se présenter elles-mêmes d'une manière intelligible. On va se contenter en quelque sorte de renvoyer à des fantasmes des acteurs qui très souvent citent des documents officiels, se réfèrent à des institutions formelles ou à des formes organisées de pouvoir qui ont une réalité patente, là, comme les lobbies, par exemple. On n'est pas dans le domaine du complot quand on se dit que l'industrie pétrolière dépêche des lobbyistes à Bruxelles, quoi. On le sait pertinemment, puisqu'il y a des instances qui ont pignon sur rue en bonne et due forme et qu'on peut identifier comme telles et qui s'identifient comme telles. Donc je pense que tous les leviers sont là pour penser l'organisation du monde, sans qu'on ait à spéculer sur ce qu'il y a derrière, sur des réalités cachées. On n'a même pas à aller là. Alors, comment faire pour lever ces obstacles à la compréhension? Vous citez Winter, hein, l'essentiel n'est pas de faire comprendre, mais de faire en sorte que les obstacles à la compréhension soient levés. Or, d'un autre côté, vous dites aussi que le régime médiocratique continue de peser de tout son poids et que c'est dans son langage qu'il faudra s'essayer à une critique. Comment on fait pour... il faut aller sur le terrain, la médiocratie Bon, moi, du point de vue de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la pensée conceptuelle, il y a mille façons. Ce que j'essaie de décrire, ce sont des tendances. C'est pas une réalité absolue. Si c'était une réalité absolue, on serait même pas capable de la critiquer. Il y a quand même toujours de la marge. Un potentiel aussi subversif, si on veut utiliser les grands mots, là, qui peut faire tache d'huile, se déployer. Mais ce qui m'intéresse plutôt, par rapport à un écrit comme celui-là, c'est de voir comment... Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir comment on peut résister à la médiocratie en n'acceptant pas que les termes idéologiques se substituent aux éléments de notre conscience. C'est-à-dire en faisant en sorte que ce qui se présente à nous, au titre des termes opérationnels, des injonctions, des justifications idéologiques, soient perçus comme des objets de la pensée et non pas ce qui doit en quelque sorte constituer le socle de la pensée subjective. Et du moment qu'on sera capable de voir ces objets-là par rapport à leur ressort, par rapport à leur provenance, par rapport aux intérêts qui les motivent, par rapport à leur destinée aussi, à leurs prémices, on sera capable de faire preuve d'autonomie par rapport à eux et se trouver en quelque sorte libre par rapport à eux, bien plus que si on les laisse en quelque sorte nous ventriloquer et si on les laisse en quelque sorte manipuler notre conscience, souvent par complaisance. Est-ce qu'une des solutions à tout ce qu'on vient d'échanger, cette situation assez complexe, est-ce qu'une des solutions serait, comme Rancière le suggère, le tirage au sort? Comment est-ce que vous pouvez imaginer, vous, un régime démocratique utilisant le tirage au sort et dans quelle articulation? Ce qui est intéressant avec la question du tirage au sort, c'est d'abord et avant tout les principes qu'elle met au jour. C'est-à-dire que dès lors qu'on se dit qu'une communauté pourrait être administrée par des acteurs tirés au sort, on pose, avant même de se parler du fonctionnement, de ses vertus, de ses défauts, et ainsi de suite, en quelque sorte, on met au jour le critère par lequel on distingue ceux qui sont démocrates et ceux qui ne le sont pas. Tout simplement. On peut être contre le tirage au sort, mais il y a de fortes chances qu'on soit, se faisant élitiste et qu'il faille tout simplement l'assumer, et qu'on soit autre chose, quoi. Bon. Cela dit, il y a un débat que je suis sur ces questions-là, comme tout le monde, là. Je veux dire, moi, bon, ma position, si on veut, c'est
En fait, ce qu'on constate quand on parle du tirage au sort, c'est qu'on assiste à une forme de résistance qui est valable. Je pense par exemple à quelqu'un comme Gérard Filoche, qui n'est pas un imbécile, et qui va dire, bon, moi je suis attaché à la vie des partis, je pense que la vie des partis permet d'organiser le discours public, c'est par elle que certains projets trouvent une légitimité, bon, ainsi de suite. Bon. Et on peut donc ainsi porter. Et bon, l'espèce de, bon, le compromis auquel j'en suis venu, pour moi-même en tout cas, qui me satisferait dans un premier temps, même s'il demeure très ambitieux, c'est d'avoir un Sénat tiré au sort. Un Sénat tiré au sort parce que là, on couperait court à l'argument qui consiste à dire que si on tire au sort une assemblée, on pourrait se retrouver avec n'importe qui ferait n'importe quoi. Vous imaginez des choses horribles comme envoyer l'armée française au Mali sans aucun motif valable ou signer un chèque de 40 milliards de dollars au patronat parce qu'on se laisse duper par ses prétentions ou encore, je ne sais trop quoi, veut dire remettre en cause la question de la nationalité quant à ceux qui auraient une nationalité autre. Vous pourriez avoir un parlement fou qui perd complètement les pédales et qui a en tête de faire des choses que jamais un Parlement élu n'oserait envisager. Bon, donc si il pouvait y avoir cette perspective atroce et qui fait peur aux gens, on pourrait toujours se dire, ben, en votant pour un Sénat élu au sort, on vote pour une Chambre haute qui n'a pas le pouvoir de faire voter des projets de loi, de les élaborer. Elle a seulement un pouvoir de blocage. Et on aurait dans cette Chambre-là la voix du peuple, qui pourrait dire, surtout depuis qu'on constate que jamais les projets de loi sensibles sont discutés en contexte électoral, hein, on pourrait avoir la voix du peuple qui dit, bien, cette question-là, non seulement vous n'en avez pas parlé en période d'élection, mais pour telle raison, elle ne nous convient pas. Et donc, il y aurait la possibilité de dire non à un certain nombre de choses qui ne semblent pas pertinentes pour le commun. Mais ce qui serait par ailleurs d'autant plus intéressant, ce serait d'avoir un lien avec l'activité parlementaire au sens large, de la part des gens, qui les amène à s'engager dans la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, si on considère sur cette place de la République, là, qui peut un jour être député, il n'y a probablement pas 1% des gens qui marchent actuellement sur cette place qui pensent un jour sérieusement pouvoir voter une loi ou avoir leur mot à dire directement sur un projet de loi. Tandis que si on est tiré au sort, on se dit, mais ça pourrait être moi. Et pour la plupart des gens, ce ne sera jamais soi. Mais ça pourrait toujours être soi. Et comme ça pourrait être soi, on se met à la place de ceux qui, un jour ou l'autre, étant donné les aléas, ont délibéré et on aurait en quelque sorte un engagement envers la chose publique beaucoup plus concret. Tandis qu'aujourd'hui, étant donné la mécanique des partis, le fonctionnement électoral, il y a beaucoup de gens qui vont dire à raison, mais j'ai jamais voté pour ça, puis de toute façon j'y suis pour rien, puis c'est pas moi. Bon. Tandis que là, on aurait un engagement parce qu'on se dirait, mais peut-être que le Sénat, qui nous représente de manière diffuse, parce qu'en démocratie, dire, tout le monde est à même de délibérer sur un enjeu qui est d'intérêt général. Même on aurait comme porté une attention vers ce que ferait ce peuple. On préciserait les gens finalement. Et les gens en sortiraient effectivement plus animés par le débat public. C'est une idée qui est la vôtre, parce que c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses au propos du tirage au sort. Cet aspect-là très précis de tirage au sort juste pour le Sénat est assez intéressant et répond aux fameuses critiques qu'on expose souvent. Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que vous l'avez déjà confronté à d'autres personnes? Qu'est-ce qu'on vous en dit? Parce que ça semble assez pertinent. Ben, souvent, ce qu'on dit du tirage au sort, c'est qu'on craint d'avoir une assemblée d'incompétents. Mais en même temps, comme le dit Jacques Rancière, l'élection ne favorise qu'une seule compétence spécifique, qui est celle à prendre le pouvoir. Mais évidemment, si on tirait au sort les sénateurs aujourd'hui parmi le peuple, il n'y a pas de raison de penser que cette assemblée-là serait moins compétente que celle qu'on a maintenant par, en plus, une élection complètement élitiste. Il n'y a pas de raison de penser non plus qu'elle serait plus compétente, mais ce serait l'assemblée du peuple qui, tirée au sort, présenterait n'importe qui. Capable de penser et devant penser les choses qui concernent sa communauté, parce que c'est quand même nos enfants qu'on envoie à la guerre, c'est quand même, je veux dire, l'esprit, la culture générale de tout un peuple qu'on forme à l'école, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même l'énergie des gens qu'on met à contribution au travail. Je veux dire, tout le monde est concerné. Et donc, du moment qu'on dépêche n'importe qui dans un Sénat,
on crée un lien, on favorise un lien social plus fort. Et est-ce que par ce processus, est-ce qu'on serait capable, nous en tant que citoyens, d'être responsables et de dépasser notre médiocrité dans laquelle on baigne en fait par la force des choses? Ben, je reviendrai à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la révolution, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un trop-plein. On n'est pas prophète non plus, mais on peut penser les conditions de possibilité de la chose. Je voulais juste revenir sur une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure, qui concerne le marché et la démocratie. C'est vrai que je me rends compte en vous écoutant que beaucoup des conséquences dans lesquelles on est sont le résultat d'une logique de marché, une logique économique. En écoutant beaucoup Jacques Attali, qui a beaucoup d'écho dans les médias et très souvent invité, qui se dit de gauche en plus, et qui a été les conseillers de plusieurs présidents. Pour lui, il y a une évidence que c'est grâce au marché que la démocratie a pu voir le jour. Qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous, démocratie égale marché, citoyen égale consommateur? Tout dépend de ce qu'on place sous le mot de démocratie. Je veux dire, si pour Jacques Attali, la démocratie, c'est de voter aux 5 ans pour des gens qui viennent des mêmes écoles et qui sont invariablement les mêmes. Et ici, c'est finalement de favoriser, même dans les politiques publiques, l'essor d'un capital qui représente une classe particulière, qui a le pouvoir de suggérer, en passant en plus par des techniques qui sont celles des sémiologues, des neurologues, des psychologues, par des voies toujours plus sophistiquées, des formes désirantes qui sont tout à fait colonialistes, on veut dire, dans un sens sociologique. Ben, grand bien lui fasse, mais je veux dire, on comprend, on en apprend plus sur sa perspective et son rapport au peuple et au pouvoir, à l'idée de peuple, parce qu'évidemment, elle n'est jamais donnée une fois pour toutes, donc en entendant Jacques Attali, on en apprend plus sur sa perspective idéologique sur les choses que sur les choses elles-mêmes. Avec ce positionnement que vous avez, ces constats que vous faites, surtout dans la médiocratie, vous allez un peu plus loin, qu'est-ce que vous souhaitez au fond en tant que citoyen, en tant que terre? J'ai pas l'impression d'être très original, mais je veux dire, comme un peu tout le monde, je veux dire, je souhaite du commun qui fasse preuve de ce dont il est capable, c'est-à-dire d'intelligence et de courage. C'est ce qui vous a motivé à... Sans doute. Je suis un artisan. Vous pensez qu'on en a beaucoup du courage et de l'intelligence Oui, tout dépend de ce qui nous éprend, tout dépend de ce qui nous stimule, tout dépend du moment, à partir de quel moment on décide finalement d'interrompre ce qu'il en est de la gestion à la petite semaine, des compromis à la petite semaine, je veux dire de la soumission à la petite semaine pour travailler en sentant qu'on n'est pas tout seul, parce que c'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire subjective, c'est une affaire collective, c'est une affaire de peuple. Quand on sent tout d'un coup qu'une collectivité a envie de se traduire autrement, et on souhaite faire partie de ce mouvement-là en l'amplifiant du coup de par sa présence. Mais bon, c'est une chimie assez difficile à organiser. Est-ce qu'on pourrait appeler ça un égrégore? Si vous voulez. Je ne l'ai pas pensé comme ça, mais si vous voulez.